Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant qu'on on a fait une petite pause d'un mois pour des soucis un peu de production, mais on est bel et bien de retour avec des super émissions dans les tuyaux, à commencer par celle d'aujourd'hui, consacrée à la dernière série Marvel qui vient de sortir. Ça s'appelle Daredevil Born Again, c'est sur Disney+, et oui, qui ressuscite la série de 2015 qui avait été créée sur Netflix. Alors pourquoi ce choix et est-ce que c'est réussi? On va en parler dans une minute avec mes invités du jour, deux spécialistes des super-héros que je suis ravi d'accueillir en plateau. Tout d'abord, Théo Touret d'Angreville. Salut Théo. Salut Clément. Théo, peut-être que nos auditeurs se souviennent de toi. Tu étais venu l'an dernier à l'occasion de la sortie d'Echo, autre série Marvel. Théo, tu es aujourd'hui en thèse à l'université de Picardie, Jules Verne, et tu étudies notamment la culture des super-héros, mais la pop culture au sens large. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet passionnant, j'imagine, à étudier, très moderne. Tout à fait, et puis qui commence un petit peu à gagner en crédibilité dans le monde académique parce qu'on est plusieurs à bosser dessus. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça, quoi. Je te remercie, toi et tous ceux qui bossent là-dessus, de faire progresser la cause de la pop culture dans les études françaises. Et une nouvelle tête en face que je suis ravi d'accueillir, c'est Arnaud Tomasini. Salut. Salut Clément. Arnaud, rédacteur en chef de Comics Blog et fondateur du podcast First Print, c'est un podcast dédié à l'univers des comics. C'est ça, c'est deux médias, un écrit et un audio, dédiés à promouvoir la culture comics en France, qui reste une culture de niche, qui ne prédomine pas par rapport à tous les films et séries qu'on voit. Mais il ne faut pas oublier que c'est les comics en fait d'où à tout part. Et moi, mon job depuis plusieurs années, c'est vraiment de rappeler aux gens que la bande dessinée, ça reste le médium primaire dans cet univers. Les films, c'est bien, mais les comics, c'est mieux. Les comics, et en plus, ça fait vivre les libraires, donc c'est une très bonne chose. Merci à tous les deux d'être là. On va pouvoir attaquer notre débat de la semaine. Le diable de Hell's Kitchen est de retour. Daredevil, 7 ans après la 3e saison de la série qui avait été diffusée sur Netflix. Il revient sur Disney+. Changement de plateforme pour le super-héros. Arnaud, ça faisait un moment que ce retour au bercail, j'ai envie de dire, puisque donc Marvel appartient à Disney depuis quelques années, c'était dans les cartons. Ça a été un petit peu long à coucher. À partir du moment où Kevin Feige a décidé que Marvel Television, c'était une entité qui était séparée, dirigée par Jeff Lubb, on n'avait plus de raison d'être parce qu'il voulait tout contrôler, qu'il était devenu vraiment le président de Marvel Entertainment. Netflix aussi a coupé les ponts avec les séries qui étaient en cours. Et il y avait une clause qui obligeait Marvel Studios à ne pas utiliser les personnages de ces séries pendant au moins 2 ans. Donc on avait de toute façon une période de latence qui faisait que ces personnages ne pouvaient pas apparaître, mais très clairement j'imagine qu'ils ont eu dès l'arrêt de ces séries l'idée de faire revenir ces personnages, et on a vu notamment que Charlie Cox, qui incarne Daredevil, était revenu à l'écran dans Spider-Man No Way caméo qui avait fait plaisir No Way Home, que Vincent D'Onofrio, qui incarne le Kingpin, était aussi revenu dans la série Hawkeye, puis Echo. Donc en fait tout s'est fait étape par étape, mais même la production de Daredevil Born Again, un peu chaotique. Ça a été très chaotique, puisque le problème quand tu es un studio, c'est que tu n'as pas forcément envie de reconnaître le travail qui a été fait avant, et la première direction qui était faite, c'était vraiment celle de faire un soft reboot en disant on reprend les acteurs principaux qui ont vraiment marché, mais on va se distancier vraiment de la série Netflix et de ce qu'on sait de la production. La première version de cette série Born Again, oui, c'était une vraie renaissance dans le sens où en fait on va faire renaître le personnage et en faire une nouvelle version. Il y a la grève des scénaristes de 2023 qui a permis en fait à Marvel Studios de se poser en fait et de regarder ce qu'ils avaient déjà fait, de se rendre compte que ça ne marchait pas, qu'il manquait quelque chose, et donc a été décidé en cours de route de virer les scénaristes qui avaient été embauchés initialement, de reprendre l'ancien showrunner de la série The Punisher pour devenir un vrai showrunner pour Daredevil Born Again. Quelqu'un de l'époque Netflix, du coup. C'est ça. Et surtout quelqu'un qui était vraiment un showrunner, puisque jusqu'à présent, en fait... il n'y avait que des scénaristes, il n'y avait pas de pilote, entre guillemets. C'est ça, c'était des head writers, comme on appelle ça, mais en gros, il n'y avait pas de showrunner à l'ancienne. Donc il y a vraiment cette décision de faire un basculement créatif, et donc de raccorder les bouts en disant, on va faire revenir certains acteurs de la série Netflix, et on va refaire, on va prendre une partie des épisodes, on va les garder tels quels, on va retourner le pilote, faire une nouvelle introduction et reconstruire la série pour qu'elle soit à la fois une continuité de la série Netflix et en même temps une série intégrée dans le MCU tel que Marvel Studios le construit depuis maintenant plus de 15 ans. Ce qui fait beaucoup de contraintes. On va voir si ça fonctionne, on va voir comment cette série Daredevil fonctionne dans un instant. Théo, tu me l'as dit en préparant cette émission, Daredevil, c'est ton super-héros préféré. Est-ce que tu peux nous le présenter pour ceux qui éventuellement n'auraient pas vu les premières séries et qui ne connaîtraient pas ce super-héros Marvel ? Alors, tout à fait, Matt Murdock, du coup, qui est un personnage de comics assez vieux, dans les comics, il date des années 60,
Dans la série Netflix du coup des années 2010, c'est comment dire, ce jeune enfant qui empêche un accident de la route, sauve un passant en fait de se faire écraser par un camion et se retrouve aveuglé à cause d'un produit chimique. Mhm. Il est d'origine irlandaise, il est catholique, il a été élevé par un père célibataire qui est un mec compliqué, Ouais. torturé, qui fait de la boxe. Mhm. Un jour, on demande à son père de saboter son match, il refuse de le faire. Et il est assassiné par la pègre, en fait, qui avait toute une question de pari d'argent sur ce combat-là. Il se retrouve plus ou moins adopté par un maître ninja Ouais. qui va le Il s'appelle former Stick. tout à fait, qui va le former aux arts martiaux. Et on découvre en fait que ce produit chimique qui l'a aveuglé a comment dire, exacerbé tous ses autres sens. Donc il fait un peu de la synesthésie, de l'écolocation. Et donc le fameux Daredevil n'a pas de super pouvoir, oui, non. Ouais. C'est à mi-chemin entre les deux. Mais on peut dire qu'il a des super pouvoirs, mais d'un autre côté, quand il fait pas attention, il peut vraiment se faire écraser en traversant la route parce qu'il voit pas la voiture. Donc c'est un petit peu là-dessus. Et c'est surtout un personnage qui est très intéressant parce que c'est un mec qui est extrêmement torturé, Ouais. notamment par son éducation judéo-chrétienne. Ouais. C'est un élément assez important. C'était en tout cas un élément très bien mis en scène dans les premières saisons de la série sur Netflix où la religion catholique était un marqueur assez fort, ce qui le rend effectivement un peu intéressant. Ce personnage revient donc dans Born Again, une espèce de renaissance. On l'a dit, même acteur, même casting global à peu de choses près pour les personnages principaux. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors vous êtes à 2 échelles différentes, puisque donc Théo, tu as vu les 2 premiers épisodes qui sont sortis cette semaine sur Disney+. Arnaud, tu as eu le privilège de l'accès presse, comme moi, et donc tu as vu toute la série. On ne va pas vous spoiler, hein, rassurez-vous, on ne vous dira pas ce qui se passe parmi les événements principaux, on va rester en surface. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement, tous les deux, de cette série Daredevil Born Again? Je commence. Allez. J'en suis très satisfait. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un côté, du fait de mon métier de journaliste, on suit beaucoup les chantiers de production et ça permet souvent d'avoir un peu des indicateurs. De ce que ça peut être. Et c'est vrai que quand on avait appris qu'au départ, ça devait être vraiment très procédural, très affaire d'avocat, et limite ne pas voir Daredevil en costume, on se demandait un peu à quoi ça pouvait ressembler. Le fait que ça voulait prendre ses distances avec l'ancienne série, il y avait des choses inquiétantes. Et puis, les retours de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dans les précédentes productions Marvel Studios, même en titre de caméo, on va dire que c'était pas forcément ce qu'on attendait toujours de ces personnages. Donc au final, en prenant ces éléments en compte, moi j'ai vraiment eu un sentiment très agréable, une très bonne surprise, à la fois d'avoir quelque chose qui effectivement ne renie pas ses origines en termes de tonalité, en termes de mise en scène, et qui arrive malgré tout aussi à s'intégrer de façon assez organique dans le MCU, sans pour autant avoir des obligations à vouloir s'intégrer de façon trop forcée non plus. On reste dans une tonalité qui est sombre, qui est plutôt adulte à la fois dans ce qui est raconté et dans ce qui est montré, c'est-à-dire qu'on a aussi le retour d'une violence qui est plus démonstrative, et notamment il y a un des plans, je pense, les plus sanglants de tout ce qu'a fait Marvel Studios qui moi personnellement à titre personnel m'a vraiment régalé, mais voilà, c'est vraiment, je pense, une série qui arrive à faire la part des choses, à être dans un bon équilibre, même si évidemment tout n'est pas parfait. Dans le premier épisode, il y a des effets spéciaux qui sont assez vilains sur on va dire sur les cabrioles acrobatiques de Daredevil, et qui seront compensés, je pense, qui à mon sens sont compensés par la suite. On a aussi un propos politique qui me fait très plaisir parce qu'il avait été évacué, notamment dans les comics Marvel des dernières années. Donc vraiment, dans l'ensemble, je pense que d'autant plus quand on regarde ce que ça aurait pu être, parce que quand on a ce genre de choses où on remodifie un projet de fond en comble à la moitié du chemin, parfois c'est des accidents industriels. En général, le résultat final est assez mauvais. Et là, j'oserais dire, parce que c'est la terminologie, c'est un petit miracle en fait d'avoir quelque chose d'aussi chouette avec tous les aléas qu'il y a pu y avoir et tous les enjeux qu'il y avait autour de ce personnage. Théo, toi qui n'as vu que les 2 premiers épisodes, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Que j'aurais adoré avoir l'accès presse pour tout défoncer en une nuit. Franchement, ces 2 premiers épisodes, ils m'ont marqué notamment pour un point très particulier. Je parlerai peut-être ici pour ceux qui lisent des comics, ou en tout cas qui ont peut-être un jour envie de faire la transition. Quand il y a une série de comics, ça arrive régulièrement qu'un auteur, un scénariste, un illustrateur fasse une quinzaine de chapitres, et qu'il y ait un autre auteur ou un autre scénariste qui change en cours de route. Et du coup, on garde des liens ténus avec ce qui a été fait avant,
mais on change la patte graphique, on change le propos de l'histoire. Et en fait, pour la première fois dans une série de super-héros, j'ai eu cette impression-là. Et j'ai eu l'impression que je suivais la même histoire de super-héros, mais que j'avais ce qu'on appelle un changement d'auteur dans un run comics, que j'avais vraiment, ok, on reconnaît tout ce qu'il y a eu avant, et on va faire pareil, mais différent. Okay. Et d'avoir vraiment cette transition-là à l'écran, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les plans de caméra. Quand Daredevil utilise ses sens, la caméra suit ses sens. Donc du coup, quand il écoute, on a un zoom en fait un petit peu focal sur ce qu'il entend. Le fait que Kingpin, le caïd, nous fasse une espèce de roller coaster émotionnel avec sa crise de la quarantaine, son couple c'est compliqué, sa vie c'est compliqué, c'est un grand plaisir. Et surtout, c'est la représentation de la violence. C'est quelque chose. C'est les deux personnages, parce que c'est les deux. On le sait, ils ont un truc un peu sombre, un peu dark en eux, et en grande partie dû à leur passé. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Et il y a beaucoup en fait du propos des 2 premiers épisodes qui est essayer de domestiquer le naturel et la question du naturel contre l'acquis. Et je pense qu'ils vont échouer tous les deux. Je pense que ça va être très violent. Mais moins ils auront essayé, et c'est quelque chose d'intéressant à proposer. Justement, cette violence, peut-être. Mais j'allais juste pour rebondir, c'est un truc qui est très juste, c'est qu'on peut débarquer dans Daredevil Born Again sans avoir regardé les 3 précédentes saisons. Et c'est vraiment une façon de faire que Marvel Studios avait compris aussi, même avec X-Men 97, puisque c'était vrai. Et c'est la façon dont on peut lire des bandes dessinées de super en général. Il n'y a pas besoin de commencer au numéro 1 qui généralement date des années 60 en plus. On peut prendre le chemin, enfin le train en cours de route, et c'est vraiment ce qu'ils ont réussi à faire là aussi. Il y a effectivement un épisode 1 qui nous reprend un peu par la main, qui, pour ceux qui ont déjà vu la première série, peut paraître du coup un peu lourd peut-être, parce qu'on se dit bah oui, on connaît tous ces personnages, on les a déjà vus, mais il y a des gens qui vont découvrir Daredevil avec cette série. Cet épisode 1 qui nous prend par la main, qui nous reconnecte un tout petit peu, puis après on part sur puis la main est lâchée, quoi. Puis il nous secoue, parce que la main est lâchée, et donc sans trop en dévoiler, effectivement, tu disais, il y a beaucoup de questionnements. On a un Daredevil, un Matt Murdock qui s'interroge sur la nécessité de garder ce costume finalement, et qui peut-être se recentre sur son métier d'avocat, il recroit à la justice qu'il avait un peu abandonné dans la fin des séries Netflix. Et de l'autre côté, donc le Kingpin, le caïd qui revient après donc ses apparitions dans les séries Echo et Hawkeye, où il a été blessé, il s'est mis un peu en retrait, enfin voilà, il a subi quelques contre-coups. Il revient, et cette fois il revient en politique. Puisque donc il brigue la mairie de New York dans une parabole un peu trumpienne, j'ai envie de dire, complètement assumé. Un personnage libre de tout, qui get shit done, comme on dit, quoi, qui fait les choses. Et qui a du mal à supporter la bureaucratie, les procédures démocratiques et légales. On ne comprend pas bien que quand il veut construire un nouveau port, il faut demander des autorisations d'urbanisme, d'architecte, etc., voir avec les égouts de la ville, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, nous amène sur 2 plans, la politique et les questionnements intérieurs. Est-ce que vous avez retrouvé l'un et l'autre la qualité et le niveau de production des séries Netflix? Parce que c'était aussi ça qui a été beaucoup mis en avant par les fans, c'est que la première série, la première partie, les 3 premières saisons sur Netflix, idem pour Jessica Jones ou Luke Cage, avait un niveau de qualité de production qui encore aujourd'hui fait référence au-delà des séries Marvel qui viennent de sortir. Est-ce que Arnaud, tu as retrouvé toi cette écriture et cette claque un peu visuelle qu'on avait pris à l'époque? Ça fait référence d'autant plus que c'était une vraie surprise à l'époque. On n'avait pas encore ce genre de série. C'est vraiment les séries Netflix avaient montré vraiment qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le registre super-héroïque, d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait. Et enfin on retrouve cette écriture parce qu'on s'intéresse vraiment aux personnages, à leur combat intérieur. Il y aura vraiment cette dualité entre Matt Murdock et Wilson Fisk sont en fait les 2 faces d'une même pièce en fait, qui veulent quelque part une sorte de justice, en fait, de faire régner une sorte d'ordre, mais pas du tout de la même façon, avec la même approche. Et autant là, je trouve qu'avec notamment le début de la saison, on s'intéresse aussi au métier d'avocat de Murdock, mais moi je dirais que c'était passionnant en fait, parce qu'en allant défendre en fait un autre justicier costumé, on s'intéresse vraiment à qu'est-ce que c'est vraiment la justice. Est-ce qu'il faut passer outre quand l'État ou quand les forces policières ne peuvent plus l'assurer, et qu'est-ce qui se passe quand en fait les forces de police sont corrompues et en fait outrepassent également leurs droits. Ça pose plein de questionnements qui font que même si on passe une partie de la série à regarder en fait une série d'avocats, tout à fait.
c'est sur des thématiques qui sont toujours quand même assez proches des univers des super-héros. Donc, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment ce que je disais avant, c'est que c'est more of the same et en même temps très différent. Donc un peu plus la même chose et en même temps quelque chose d'assez différent qui permet de ne pas s'ennuyer non plus pour celles et ceux qui ont déjà regardé les 3 premières saisons sur Netflix. Tu es d'accord avec ça, toi, parce que tu me disais que tu t'es enchaîné, tu t'es revu la série Netflix, Théo. Ouais. Est-ce que pour toi, la continuité, elle est évidente quand tu vas enchaîner? Oui, on voit vraiment qu'il y a ce respect de ce qui a été fait, mais voilà, c'est pas un poids qui nous traîne au sol, quoi. Ouais. Et pour ce qui est, tu vois, des séries Netflix, c'est vrai que personnellement, à part justement Daredevil et le Punisher, j'avais été très déçu dans l'ensemble de ce qui avait été fait. Sur le plan de la représentation des personnages, il y avait des trucs intéressants, notamment sur la question du féminisme et du racisme avec Jessica Jones et Luke Cage. Mais vraiment, en termes tu sais, le feeling que tu as en tant qu'audience à la fin de la série, je trouvais qu'en dehors de Daredevil et du Punisher, justement, il y avait beaucoup de ça qui était... Juste Jessica Jones saison 1 peut-être pour contrebalancer, qui avait aussi été très forte, mais c'est effectivement le reste des autres séries n'avaient pas forcément tenu la longueur. Puis Iron Fist, moi je l'aurais jamais pardonné. Alors on parle d'Iron Fist. Ça n'en parlons pas sur ce plateau, nous allons fâcher entre nous. Mais pour la politique, tu vois, je pense que, enfin oui, c'est très bien intégré. Et enfin, je veux dire, Fisk est conservateur, il a des casseroles au cul dues à la justice, et en même temps, il y a tout un tas de gens qui votent pour lui. Enfin, la parodie trumpienne, là, elle est complètement assumée, en fait. Je pense que c'est pas juste un truc léger, tu vois. Oui, donc clairement, on sent qu'ils ont voulu l'assumer. Est-ce que c'est une série qui peut, on a parlé justement des séries Marvel, on va un peu étendre tout ça, c'est un nouveau label qui démarre, ça s'appelle Marvel Télévision. Alors déjà, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose au-delà de mettre un logo un peu différent? Non, c'est du branding de la part de Marvel Studios donc on rappelle que Kevin Feige a fait fermer l'ancienne entité Marvel Télévision qui produisait des séries donc pour Netflix avant, mais aussi sur ABC comme Agents of S.H.I.E.L.D. Et il y avait vraiment un lien de mésentente entre les têtes pensantes de ces deux entités qui faisait que les séries télévision de l'époque faisaient de la drague au MCU cinéma et le cinéma ne leur envoyait jamais. C'était vraiment une relation à sens unique. Donc là, en fait, ils ont essayé de faire un modèle où Marvel Studios est une entité uniforme, où tout est labellisé Marvel Studios. Au bout de quelques années, se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et je pense que notamment le fait de différencier de nouveau avec des labels différents, c'est aussi pour dire aux gens vous n'avez pas besoin d'avoir regardé les 15 dernières années de cinéma ou même toutes les autres séries qu'on a fait avant, vous pouvez rentrer dans des produits labellisés Marvel Télévision, Marvel Animation ou même Marvel Spotlight. On est vraiment dans la foire des brands des marques. Dans tous les sens. Je pense que c'est vraiment pour eux essayer de démontrer qu'ils peuvent donner une accessibilité nouvelle à leurs séries et avoir aussi des tonalités très différentes, parce que quand on lit des comics chez Marvel, on n'est pas obligé déjà de tout lire pour tout comprendre. Et il y a des séries de bandes dessinées qui ont des tonalités qui n'ont rien à voir. On peut être dans du super-héros, on va dire classique, dans du polar et des choses généralement sombres avec Daredevil, ou même dans la comédie. Et je pense que Marvel Studios a compris qu'ils doivent essayer de rappeler ça aussi aux gens, qu'on peut regarder juste Daredevil et ne rien regarder d'autre de ce qui est estampillé Marvel, et que c'est très bien comme ça. Et qu'est-ce que ça nous dit justement de la stratégie de Disney de remiser à nouveau sur ce personnage de Daredevil? Ils ont tenté beaucoup de choses récemment avec des personnages, on va le dire, inconnus du grand public, Echo, She-Hulk, Agatha Harkness dans Agatha All Along, des séries qui n'ont pas franchement rencontré un public, qui n'ont pas rencontré non plus la critique qui a été parfois assez dure, en tout cas sur certaines. Est-ce que c'est une façon de se dire, bon, on remise sur le cheval qui a déjà gagné la course? C'est une façon de se rassurer? Je pense que le problème de pas mal des séries qui sont sorties avant, c'est pas la faute des personnages ou du fait qu'ils soient pas connus du grand public, parce qu'on rappelle qu'en 2014, quand les Gardiens de la Galaxie sortent, personne ne les connaît en dehors des nerds. Et maintenant tout le monde les adore. Voilà, et maintenant tout le monde les adore. C'était vraiment, je pense, un problème de modèle de production. Il n'y avait pas de showrunner, il y avait ce qu'on appelait juste un chef scénariste qui s'occupait d'une équipe de scénaristes, mais c'était quand même des séries qui étaient supervisées en fait par les producteurs surtout, donc sans réelle direction artistique prononcée, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec en fait des séries qui étaient qui répondaient à des cahiers de charges qui étaient impossibles à appliquer d'une façon uniforme sur des personnages qui sont aussi différents que le Faucon et le Winter Soldier, que Wanda, ou Agatha ou que Nick Fury dans Secret Invasion. Donc là, c'est vraiment aussi
c'est bête, mais en fait, Marvel Studios se rend compte que le modèle télévisuel qui a prédominé dans les années 90, 2000 jusqu'à 2010, en fait, a encore une raison d'être. C'est pas parce que le streaming existe qu'il faut essayer de tout changer, de réinventer la roue. Parfois, la roue, si elle tourne, c'est juste qu'elle est bien faite. Il n'y a pas besoin de la changer. Ça s'inscrit malgré tout, on l'a vu avec l'apparition, tu en as parlé de Daredevil dans le dernier film Spider-Man, qui a peut-être vocation à revenir aussi. Est-ce que cet univers, ce MCU, ce Marvel Cinematic Universe, qui donc s'étend au cinéma et dans les séries, est-ce qu'il a encore une cohérence globale aujourd'hui avec un nombre de films qui dépasse la trentaine et des séries maintenant qui dépassent la dizaine, avec plus ou moins de réussite? Est-ce que tout ça marche encore? On parle souvent de la super-héros fatigue, c'est un peu le truc qui popait déjà la dernière fois quand on avait parlé d'Echo. Dans les faits, tant que c'est produit dans une logique, tu sais, très entertainment, hein, c'est que ça rapporte de l'argent. Si on continue d'en faire, c'est qu'on a l'espoir que ça rapporte encore de l'argent, que ça continue de le faire. Après, pour ce qui est de cet univers étendu et compagnie, tu sais, je pense que, mais tu le voyais sur le plan culturel, c'est arrivé avec les westerns, c'est arrivé avec la trilogie originelle Star Wars. Il y a des moments dans l'espace culturel où il fallait être là. Ils referont jamais, je pense, et je pense que Warner n'arrivera jamais également à le faire avec DC Comics. Ils arriveront jamais à refaire ce qu'ils ont fait avec Infinity War et Endgame. Et aujourd'hui, ils essaient de retrouver ça parce que si on prend le cœur de cible, moi j'avais 15 ans, certainement comme vous deux, ou en tout cas un peu à cet alentour-là, quand le premier Avengers est sorti. Aujourd'hui, on a une trentaine d'années, je pense que c'est ça aussi, c'est faire revenir des figures qu'on connaît. Il y a eu un gros support de fans pour que le Kingpin et Daredevil reviennent. Et je pense qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont perdu les gens, ou ils sont en train de perdre, qu'ils ont fidélisé quand ils étaient adolescents, jeunes adultes, en fait. Et du coup, il y a une volonté d'arriver à garder ce cœur de cible-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait un peu de nostalgie avec ces acteurs-là. Et puis, il y a cette obsession du tout connecté sur laquelle il faut qu'on arrête, en fait. Il faut arrêter de vouloir s'obséder à ce que tout soit relié ou qu'il y ait forcément des liens. Et aussi apprendre à accepter que des héros peuvent vivre des aventures dans un même monde sans pour autant se rencontrer, et surtout en termes de tonalité, le plus important c'est la tonalité. Parce que Daredevil apparaît dans She-Hulk et il a sa propre série, c'est pas du tout le même registre, mais c'est pas incohérent en tant que tel. She-Hulk est une série de comédie avec un commentaire métafictionnel, alors que Daredevil c'est une série, c'est du polar thriller de super-héros politique. Du hardball détective. Donc on peut écrire des personnages en fonction de l'œuvre dans laquelle ils apparaissent sans que ça pose un problème. Et les gens qui disent mais c'est pas cohérent parce qu'ils sont pas écrits de la même façon, en fait je pense vraiment qu'il y a un problème de mentalité, mais que Marvel Studios a forgé lui-même. Avec toutes ces ça s'appelle la culture de ces scènes post-génériques qui voulaient à chaque fois tout relier avec une apparition d'un personnage dans un cadre. Ah mon Dieu, Captain America qui va rencontrer tel personnage, alors qu'effectivement ce que tu disais c'était très juste, parce qu'on avait un fil conducteur, c'était Thanos, le Gant de l'Infini, les pierres de l'Infini, qui donnait à tout le monde envie de suivre cette grande histoire. Et là vraiment où Marvel Studios a échoué post-Endgame, ça a donné un nouveau fil conducteur, parce qu'en fait ils ont sorti plein de films différents, on n'a pas su où ça allait vraiment. Moi ça me dérange pas, mais pour le grand public vraiment il n'y avait pas de direction donnée en disant regardez on va aller vers là. Et on voit qu'avec les annonces de Avengers, Secret Wars et Doomsday, ils essayent de recréer ce côté, regardez voici le point de chute avec les frères Russo qui reviennent aux manettes. Suivez cette ligne de mire, vous allez voir, ça va être bien. Ils ont également perdu le futur grand méchant qui devait être Kang. Il y a aussi par ailleurs des problèmes extra cinématographiques et judiciaires qui compliquent un peu la donne pour Marvel, mais en tout cas peut-être que Daredevil va impulser un nouveau cycle, peut-être que Daredevil aura droit à son film pour nous faire oublier celui avec Ben Affleck peut-être à un moment. Mais j'espère surtout que ça va impulser cette idée que il faut de la diversité dans les registres. Vraiment, un personnage comme Moon Knight n'avait pas à avoir une série telle qu'il l'a eu. C'est pas du tout dans les codes du personnage. C'est vraiment irrespectueux. Et il y avait des choses très sombres comme ce que Daredevil propose à faire avec lui. De la même façon que She-Hulk pouvait aller encore plus loin dans le méta ou dans ce genre de choses-là. C'est soyez divers. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin de ce débat. Soyez divers, Marvel, si vous nous écoutez, be diverse. Voilà, je le dis en anglais parce qu'il parle probablement pas français. Merci pour ce débat passionnant. Il nous reste un tout petit peu de temps, on va devoir aller très vite pour nos séries de la semaine. Je commence avec toi, Théo, puisque tu nous recommandes une série d'animation qui est à voir sur Prime Video. Ça s'appelle La légende de Vox Machina. Tout à fait. Alors ça,
C'est une série d'animation pour adultes. C'est un dessin animé pour adultes avec du sang, du sexe, de la fantaisie et beaucoup d'humour très noir. Ok. Voilà, ça c'est si je devais le résumer en 30 secondes. Comme ça, je vous ai avec ça. Et je peux développer un poil sur le fait qu'en fait, il y a des gens qui jouent à Donjons et Dragons. Ouais. Ces gens, c'est des voice actors. Vous les avez déjà entendus dans plein d'œuvres, dans plein de jeux vidéo, dans plein de films. C'est des acteurs professionnels. Certains ont d'ailleurs pas fait que du voice acting. Ok. Ils ont également fait des vrais rôles au cinéma. Et chapeautés par Matthew Mercer, ils ont fait une grande campagne de Donjons et Dragons qu'ils ont streamé. Ok. Un succès monumental avec des gens qui n'ont jamais touché à un dé de leur vie, même pour jouer au Monopoly, qui se sont mis à regarder ça. Ok. Et ils en ont fait, de cette partie de jeu de rôle streamée, une série qui est actuellement sa 3e saison, avec la 4e et la 5e qui vont arriver sur Amazon. C'est quand même un gros succès. Ouais. Et c'est vraiment très bien. C'est un moyen de comprendre et de voir de la fantaisie en dehors du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones. C'est un moyen de voir un dessin animé qui ne soit pas un manga ou de l'animation japonaise fait pour les adultes. C'est de l'epicness et c'est vraiment c'est également pour reprendre un peu la fameuse phrase du dessin animé Hercule, c'est de zéro à héros. C'est comment des gens extrêmement dysfonctionnels deviennent héros malgré eux. Ok, et ben c'est très bien vendu. Voilà, une belle reco. Je pense que ça va donner envie aux gens. Moi, je connaissais pas du tout. Ça ne m'a jamais été proposé par Prime Video, mais c'est un peu le problème de la plateforme qui parfois fait pas les bonnes recos. Ça s'appelle donc La Légende de Vox Machina. 3 saisons à voir sur Prime Video. La 3e est sortie l'année dernière, donc c'est encore assez récent. On va terminer avec ta reco à toi, Arnaud. Tu nous ramènes un petit peu vers les thématiques de Daredevil avec Banshee. Série qui va parler aux gens qui regardaient la télé il y a 10 ans, puisque la série était diffusée de 2013 à 2016, et on peut la voir aujourd'hui sur Max. Oui. Donc Banshee, c'est l'histoire de Lucas Wood, un ancien repris de justice qui va dans une petite ville dans le comté de Banshee pour essayer de retrouver son ancienne copine. Il se pose dans un bar, il y a une altercation qui vire très mal dans les 10 premières minutes. Un des types de l'altercation se fait buter et en fait c'était le nouveau shérif qui devait être recruté dans la ville. Donc Lucas Wood prend l'étoile et va décider de devenir le shérif de cette ville dans lequel en fait il y a un homme d'affaires ultra véreux et ultra violent qui contrôle tout et qui voit pas du tout d'un bon œil cette arrivée. Donc pour 2 raisons pour lesquelles c'est vraiment une série qui plaira à tous les fans de Daredevil. Déjà par le casting, puisque Lucas Wood il est incarné par Anthony Starr qui est donc le Homelander de The Boys. Voilà, un visage bien connu maintenant. Le méchant Ulrich Thompson qui incarne Kai Proctor, qui est un excellent vilain, sera Sinestro dans la prochaine série Lanterns. Donc vraiment pour les fans de comics, on est là. Et en termes de tonalité, Lucas Wood c'est quelqu'un qui se bagarre avec ses poings et c'est donc une série qui est extrêmement violente avec des combats qui sont super bien chorégraphiés et vraiment qui mettent une branlée à tout ce qu'on a, à beaucoup de choses qu'on a pu voir à la télévision. C'est très donc aussi beaucoup de gunfight, il y a aussi beaucoup de cul, on va le dire clairement. C'est une série pour adultes qui titillera peut-être un peu votre cerveau reptilien, mais vraiment c'est tout ce qu'on je trouve que c'est un peu comme Spartacus à l'époque. C'est vraiment une série qui apporte tout ce qu'on aime vraiment un peu de distrayant, mais avec une vraie écriture aussi, avec des vrais enjeux, avec un casting qui est formidable sur tous les points. Et donc ça se dévore vraiment, ça se binge-watch comme pas possible, et ça manque même de voir ce genre de choses à la télé. Ça aurait pu être une série HBO tellement c'est bien. Et voilà, ça se passe donc. Maintenant, on peut la voir sur Max, donc c'est l'occasion de rattraper, si vous ne l'avez pas vu à l'époque, Banshee. Il y a 4 saisons à voir ou donc à revoir. Merci Arnaud, une première très réussie. Merci pour toi, et merci Théo pour ce retour très convaincant, ton born again à toi sur ce plateau. Merci à beaucoup. Tous les deux. Et merci à tous de nous avoir suivis. L'émission elle est à revoir comme toutes les autres, vous le savez, en replay sur le site de Tech & Co, en podcast, en streaming, partout sur YouTube, sur Spotify. Et nous, on se dit à très vite pour l'épisode suivant.